Bienvenue dans ce récap du webinaire consacré aux émotions et la prise de décision à travers les neurosciences et l'acte. Donc, on va faire un petit survol rapidement de ce webinaire. Alors, bien évidemment, ce webinaire est destiné à ceux qui ont voulu assister au webinaire en live, on va dire, et qui n'ont pas pu, mais aussi à ceux qui s'intéressent à l'acte et aux neurosciences, et plus particulièrement dans ce webinaire, à la gestion des émotions, surtout l'influence des émotions, l'impact des émotions sur nos prises de décision. Alors, bien sûr, rapidement, je vais présenter Sphère Grise et le programme Actez-vous. Ensuite, nous verrons ici les différents piliers de l'Hexaflex, donc la base, on va dire, le squelette plutôt de l'acte, le principe de base de la démarche Actez-vous. Nous verrons donc un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, donc au niveau de la prise de décision des émotions, donc en guise d'introduction. Nous verrons comment décider sous l'effet de l'émotion. Ensuite, nous verrons que quand on prend une décision, pour que les décisions soient le plus efficaces possible, il faut qu'elles soient alignées sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire nos valeurs. Nous verrons les grandes lignes des outils justement pour décider autrement. Et enfin, il y aura bien sûr, comme toujours, dans chaque webinaire, des exercices, des ateliers, des outils que nous allons expérimenter, donc que nous avons expérimenté pendant le webinaire et que vous pouvez donc, grâce à ce récap, expérimenter quand vous en aurez besoin. Voilà. Donc voilà pour le webinaire vu dans son ensemble. Allez, rapidement. Sphère Grise, Actez-vous. Alors, Sphère Grise, c'est mon cabinet de conseil et de formation. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à taper Sphère Grise et vous tomberez dessus, donc sur le site. Donc, il y a toutes les informations. Et Actez-vous, donc, c'est vraiment, ça c'est personnel. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement des personnes, des individus et des groupes. Donc, à travers l'acte et les neurosciences. Donc là, tout simplement, vous tapez Actez-vous et vous tombez aussi sur la plateforme. Donc il y a des vidéos, il y a des ressources. Sur Sphère Grise, il y a des ressources payantes, des articles, des vidéos, mais il y a aussi des ressources gratuites. Voilà, donc parfois c'est payant, parfois ça ne l'est pas. Il y a du e-learning. Et Actez-vous, par contre, tout est libre d'accès. Voilà. Alors, le fameux squelette de l'acte que l'on appelle l'Hexaflex. Alors, il est constitué de 6 piliers. Donc, les piliers ne sont pas, comment dire, il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres, il n'y a pas d'ordre prioritaire ou d'ordre chronologique, donc on peut les aborder dans le sens que l'on veut. Par contre, c'est vrai que quand j'accompagne des individus ou quand j'accompagne des groupes et qu'il y a un objectif clairement défini, il y a certains piliers qui interviennent de manière plus conséquente et surtout qui interviennent au début. Comme souvent, par exemple, la diffusion et l'acceptation, ce sont des choses avec lesquelles je commence très souvent. Alors, on commence de manière arbitraire par les valeurs. Donc les valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour moi dans la vie. L'acceptation ici, alors l'acceptation, c'est de se dire que nous avons des pensées qui créent des émotions, qui nous embêtent dans la vie, qui nous bloquent, qui nous parasitent. La première chose à faire, c'est de les accepter, mais, comme je répète jamais assez, on accepte, mais on ne reste pas à rien faire. On engage quelque chose, on engage une action. Okay. Donc le contact ici avec le moment présent, c'est de se dire qu'il faut toujours être conscient de soi à l'instant T, pour reprendre un petit peu le contrôle des choses. La diffusion, c'est vraiment quand on diffusionne, c'est qu'on prend une distance par rapport à ses pensées et ses émotions. Alors bien sûr, on ne les élimine pas, c'est pas l'objectif, mais on prend une distance, on les observe, si vous voulez, comme un objet extérieur. Et je conclus donc l'Hexaflex avec
le soi comme contexte. Donc le soi comme contexte, c'est vraiment l'occasion de réfléchir, de retravailler sur des situations passées, ou sur des situations qui ne sont pas encore arrivées, qui posent problème. Donc l'idée, c'est de se voir comme spectateur de cette situation-là. Ça permet déjà de prendre une distance, un peu comme la diffusion, mais aussi de changer justement les paramètres de cette situation et de se mettre en condition justement pour déjà aborder une situation qui pose problème dans le futur, mais aussi faire en sorte qu'une situation délicate que l'on a vécue dans le passé ne soit plus un boulet, ne soit plus un blocage ou un ralentisseur dans notre vie. La finalité de tout ça, c'est vraiment de devenir flexible sur le plan mental, psychologique, cognitif. Donc, à partir du moment où on rencontre des difficultés dans sa vie, on reste toujours flexible, et c'est en restant flexible sur le plan psychologique qu'on arrive à trouver les meilleures solutions, et de prendre en l'occurrence les meilleures décisions. Le principe de base. Alors, c'est un mélange d'actes et de neurosciences. Donc, on part toujours de notre esprit. Donc, il y a une partie, on va dire, matérielle, spirituelle. Donc, on va dire que c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Notre esprit produit toujours des pensées qui elles-mêmes vont produire des émotions. Ces émotions vont engendrer donc un comportement. Ce comportement qui se répète régulièrement, va devenir une pratique. Et donc cette pratique qui est un comportement régulier, quand elle va durer, à ce moment-là, elle va devenir une habitude. Voilà. Donc, ici, la première partie, c'est surtout donc consacré à l'acte. Et la deuxième partie, c'est surtout consacré aux neurosciences. Alors bien sûr, l'acte et les neurosciences sont imbriqués l'une dans l'autre, mais c'est juste sur le plan pour que ça soit plus clair. Donc l'acte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que les pensées donc, sont produites par notre esprit, et ces pensées vont provoquer des émotions. Ok. L'acte nous dit que nous n'avons... c'est pas tout à fait le cas, mais nous n'avons pas de contrôle sur nos pensées. D'ailleurs, les neurosciences nous montrent que les pensées prennent naissance dans le non-conscient ou l'inconscient. Donc il y a quand même des moyens justement d'agir de manière indirecte sur nos pensées, comme à travers l'hypnose par exemple. Mais l'acte nous dit, ça sert à rien de perdre son temps, de s'user mentalement et physiquement à se battre contre les pensées, d'où le pilier de l'acceptation qu'on a vu juste avant. Okay, c'est de les accepter, mais comme je l'ai dit, ne pas rester à rien faire. Donc, ensuite les émotions. Donc les émotions sont liées bien sûr, ou les pensées à un circuit neuronal. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'émotion va engendrer un comportement. Ce comportement donc est matérialisé par un circuit neuronal. Quand ce comportement se répète de manière régulière, ce circuit neuronal lié à ce comportement va se renforcer dans le cerveau, va même s'enrichir, s'agrandir. Et quand cette pratique va durer dans le temps, ça va devenir une habitude. Et là, quand c'est une habitude, le circuit neuronal lié à ce comportement est très ancré dans le cerveau. Donc, il est très difficile à changer. En fait, si c'est une bonne habitude, tant mieux. Si c'est une mauvaise habitude, à ce moment-là, si on est motivé pour changer parce que l'impact sur notre vie est délicat, à ce moment-là, l'idée, c'est de ne pas jouer sur les comportements, mais toujours de revenir à l'esprit. Voilà. Donc voilà pour le squelette de l'acte et le principe de base. Et on commence avec notre introduction. Donc, on pense tous, c'est le cas de tout le monde, que nous prenons des décisions qui normalement sont rationnelles. Or, en réalité, ce n'est quasiment jamais le cas. Il y a toujours les émotions derrière qui influencent
nos décisions et on essaie toujours de justifier a posteriori nos décisions par la raison. Nous essayons toujours d'expliquer nos décisions par la raison. Alors, nos émotions sont en fait comme des signaux d'alarme. Ce sont nos meilleurs amis, que ce soit des émotions désagréables ou agréables. Il faut les considérer comme telles. Pourquoi ? Parce qu'elles nous donnent une information, ou même des informations précieuses sur nous, en tant que personne, en tant qu'individu, et notre environnement. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est pas de laisser les émotions à l'extérieur, mais ne pas non plus se faire envahir par les émotions. C'est d'accepter les émotions, faire en sorte que ces émotions soient là, c'est une information précieuse, comme je vous l'ai dit, et réfléchir à ce qu'on doit faire, réfléchir à notre décision, à notre choix. Donc, notre cerveau émotionnel, on va faire rentrer un petit peu dans le cerveau, donc c'est ce qu'on appelle plus communément le limbique. Donc on va le faire en vert. Voilà. Donc le limbique, il est à peu près, enfin il est au centre à peu près. Donc il est constitué, le limbique, des amygdales. Il y en a deux, et de l'hypothalamus. Alors les amygdales, c'est vraiment ce qui va déclencher, il y a un danger par exemple, les amygdales vont déclencher justement l'alerte. Et l'hypothalamus, c'est là où sont stockés, c'est un peu l'archivage des émotions. On a en amont du limbique, on va le faire en bleu, donc c'est à peu près là, donc c'est le cervelet et le tronc cérébral, voilà, on va le faire comme ça. On a ce qu'on appelle le réflexe. Donc on va faire une flèche double comme ça. Donc quand il y a un stimulus qui va provoquer une émotion, d'abord il y a le réflexe qui est constitué, alors le réflexe est constitué du cervelet et du système nerveux autonome qui est dans le tronc cérébral, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc on a le réflexe qui s'enclenche en premier, bon, on parle en millisecondes toujours. Le réflexe, donc, il est là pour nous protéger, donc en règle générale, quand il y a un danger, il va réagir de manière réflexe. Donc si quelqu'un veut me frapper, je vais éventuellement lever le bras pour me protéger, mais il est possible que ça fonctionne puisqu'il comptait me frapper au niveau de la tête, mais s'il fait une petite feinte, il me tape au niveau du ventre, ben le coup arrive. Mais n'oubliez jamais que le cerveau est là pour nous protéger, c'est son objectif ultime, même si parfois il est maladroit. Donc après, il y a le limbique qui intervient, donc qui essaie de voir si l'émotion est agréable, désagréable. Parfois, il peut identifier l'émotion grâce à l'hypothalamus. L'amygdale, donc, a déclenché l'alerte. Et dans un troisième temps, qu'est-ce qui va se déclencher ? Eh bien, c'est le néocortex, ou le cortex préfrontal. Donc, on va le mettre là. On va faire double flèche, voilà. Alors, il est où alors le cortex, c'est l'enveloppe du cerveau, très innervé, très sur le plan neuronal, pardon. Donc c'est l'avant ici. Voilà. Donc lui, le cortex préfrontal, il est là pour analyser, pour évaluer. Okay. C'est lui qui va réfléchir. Mais il intervient en dernier recours. Donc quelques exemples concrets. Si par exemple je me mets en colère de manière soudaine, je vais répondre de manière impulsive et je risque de regretter mon comportement, mes paroles. Très souvent on utilise des mots qu'on utilise méchants. On a envie on cherche une réparation parce qu'on a l'impression d'avoir subi un préjudice
et donc on essaie de faire mal à l'autre personne. Ça peut aller jusqu'au point, qui n'a jamais vu deux automobilistes en train de se bagarrer sur le bord de la route, alors qu'a priori ils ne se connaissent pas, ils sont pas ennemis, et ils auraient même pu être les meilleurs amis du monde dans d'autres circonstances. Donc la peur peut nous empêcher justement de prendre certains risques et de saisir parfois des opportunités qui sont fondamentales dans notre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. La tristesse peut nous empêcher d'aboutir dans un projet de vie, par exemple. On est triste, on n'y arrive pas, et on déprime, et puis on se dit, ça sert à rien, on désespère, et on laisse tomber, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'acte, le problème, c'est pas l'émotion, ok ? C'est l'émotion, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de précieux. C'est notre tendance à laisser l'émotion décider pour nous. Ok, donc j'ai fait un truc comme ça. Ça, il ne faut pas faire. Donc, j'accepte mes émotions, mais je fais en sorte de décider, de faire le meilleur choix, malgré ou avec mes émotions. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, on y reviendra juste après. Donc maintenant, on va voir comment décider sous l'effet de l'émotion. Alors on va voir un petit peu les principes. Donc, quand une émotion est là, ok, l'émotion elle est présente, ou les émotions, il n'y a jamais une seule émotion, hein, c'est toujours un mélange d'émotions, avec une émotion, on va dire, principale. Donc il y aura, suite à cette émotion, donc une action rapide, automatique, et biaisée, donc erronée, incomplète, ce genre de choses. Donc prenons des exemples avec les émotions de base. Alors, les émotions de base, en règle générale, nous avons la peur, la tristesse, la colère et la joie. Parfois, on y rajoute la surprise, l'enthousiasme ou même le dégoût. Okay, donc, suivant les lectures que l'on peut avoir, on a 4, 5, 6 émotions de base. Alors, la peur, que certains appellent la mère de toutes les émotions. Quand on a peur, on va chercher à éviter cette situation. En fait, pourquoi on évite cette situation ? On fuit l'inconfort. Donc, en gros, si j'ai peur d'aller parler à un inconnu ou une inconnue, je vais éviter cette situation parce que je ne me sens pas à l'aise du tout. J'ai le cœur qui palpite, je transpire, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc je vais trouver quelque part toutes les excuses pour ne pas aller parler à cette personne en me disant, bon, c'est pas le moment, elle a l'air occupée. Cette personne peut être mon supérieur hiérarchique à qui j'ai envie de demander une augmentation de salaire. Ok, c'est quelque chose de très, très terre à terre. La colère, on va faire en rouge pour se faire plaisir. Donc en règle générale, on va attaquer ou contre-attaquer avec des mots, avec une attitude agressive, même une attaque physique. Et le problème, c'est que on va agir sans réfléchir aux conséquences. Je reviens à l'exemple des automobilistes sur le bord de la route qui sont en train de se battre. Si une voiture de police passe à ce moment-là, ils sont capables d'embarquer les deux automobilistes au poste direct. Et enfin, la tristesse. Donc, la tristesse,
en règle générale, on va ou bien se mettre en retrait, donc on s'isole, ou alors on peut aussi chercher le réconfort. Okay. Quand on est triste, par exemple, à cause d'une perte, et en l'occurrence le deuil, on aime bien passer de l'isolement tout seul, à vivre ce deuil-là, mais aussi on a besoin du réconfort de ses proches. Donc quand on se retire à cause de la tristesse, donc on se replie sur moi, le risque c'est que on renonce. On renonce à ses projets, à ses objectifs, à ce qu'on avait envie et besoin de faire. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand on décide sous l'effet de l'émotion. Donc ici, vous voyez que ce n'est pas forcément positif. Donc on revient un petit peu au niveau de notre cerveau. Voilà, on est là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'amygdale détecte le danger, une menace, et va déclencher une réaction de survie, puisque notre cerveau, son objectif, c'est notre protection, notre survie. Le problème, c'est que, comme le cortex préfrontal, qui lui réfléchit, qui lui analyse, intervient après le réflexe et le limbique, quand le réflexe et le limbique agissent et empêchent, parasitent le cortex préfrontal de réfléchir et de prendre la bonne décision, ils vont court-circuiter ce cortex préfrontal, et c'est pour ça que quand on prend une décision sous le coup des émotions, c'est-à-dire le réflexe, les amygdales qui déclenchent l'alerte, le limbique, les émotions qui débarquent, le cortex préfrontal n'est pas optimum dans son travail, dans son analyse, dans sa réflexion, et donc la décision a de fortes chances d'être erronée. L'idée, c'est quand on est ici, bon, je vais peut-être prendre, on va faire comme ça, le noir, quand on est ici, ok, qu'on a un stimulus, notre réflexe, cerveau réflexe, agit, notre cerveau limbique lié aux émotions agit, c'est de créer ici un espace-temps. Ok, comme on est dans le monde du milliseconde, l'espace-temps il est dans le même ordre, pour laisser justement le cortex préfrontal agir. Il arrive et lui gère la situation. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de l'émotion. Non, l'émotion est là, mais on fait en sorte que le cortex préfrontal soit présent à 100% pour justement analyser la situation et prendre la meilleure décision possible dans cette situation. Ce n'est pas forcément la meilleure dans l'absolu, mais vu les circonstances, vu les contraintes, vu l'environnement dans lequel on est à ce moment-là, ça sera la meilleure décision possible. Donc, c'est sûr, pour revenir un petit peu au mécanisme des émotions dans la prise de décision, un exemple qui peut arriver, et on peut le regretter, on peut le regretter pendant des années, un exemple qui est réaliste. Bon, et voilà, donc je travaille dans une entreprise, et le chef, mon patron, mon N+1, donc le directeur du département, donne sa démission et le poste est vacant. Et le big boss, le DG, quelques jours après, m'appelle, donc je vais à son bureau. Alors déjà, il y a sûrement un petit peu de stress parce qu'il ne m'appelle pas souvent. Et s'il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose d'important, a priori. Et là, tout se passe bien, il discute, il est content de me voir, et puis d'un seul coup, il me dit, voilà, j'ai pensé à vous pour prendre le poste. S'il y a de la peur et que je donne ma décision tout de suite, peur tout simplement parce qu'il y a une surprise déjà, je suis sous le coup de la surprise est une émotion. La peur peut-être de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir les compétences, les capacités,
Je commence à réfléchir, oui, mais si je deviens directeur, comment je vais gérer mes enfants? Je vais quitter sûrement plus tard, je vais peut-être voyager un peu plus. J'ai des collègues à l'heure actuelle qui sont mes amis, comment je vais être leur chef hiérarchique demain? Alors il y a toutes ces émotions, ces pensées qui se mélangent dans ma tête, et si je réponds à ce moment-là, comme on a vu que quand il y a de la peur, il y a de l'évitement, je suis capable de dire non. Je ne suis pas la bonne personne, ou je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. Et là, on risque de rater vraiment une opportunité extraordinaire. Donc, parce que cette situation-là, cette annonce-là me met dans un inconfort tel que je préfère dire non pour évacuer, mais j'évacue à court terme cet inconfort. Je peux regretter pendant des années cette décision-là. Donc, l'idée, c'est que quand il y a cette peur-là, dire, bon, j'ai besoin de 24 heures pour réfléchir. Même si vous avez envie de dire un vrai non, même si vous avez envie de répondre plutôt un vrai oui. Laissez le temps faire les choses. Le néocortex aura le temps de ruminer ça, de réfléchir à ça toute la nuit, et le lendemain, vous serez vraiment tranquille pour répondre oui ou non. Ça peut être une semaine, c'est pas forcément... ça dépend de la décision à prendre, si elle est vraiment impliquante, impactante pour vous. Plus vous aurez du temps. Alors il y a bien sûr un temps optimal, il ne faut pas que ça traîne dans le temps non plus, donc il y a un temps optimal, ça peut être 3-4 jours, et à ce moment-là, vous pourrez répondre et donner la meilleure réponse possible à ce moment-là. Il y a un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est alors on appelle ça l'effet chamallow, si je ne dis pas de bêtises, mais on imagine que vous avez votre enfant et qu'il aime les bonbons, non, les gros par exemple Dragibus là, de Haribo. Et si votre enfant a 8 ans par exemple, entre 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans on va dire, vous lui dites voilà, je te donne 2 bonbons maintenant, mais si tu attends 4 heures, je vais t'en donner 10. Faites le test. Et vous verrez qu'il y a des enfants qui préfèrent attendre. Alors, ces 4 heures, ça ne va pas être forcément agréable, parce qu'ils vont penser qu'aux bonbons. Bon, peut-être qu'ils vont aussi jouer, faire autre chose, en profiter. Les 4 heures vont vite passer. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas supporter cet inconfort, cette attente, et donc ils vont préférer prendre les 2 bonbons, satisfaire leurs besoins, leurs désirs à court terme, au profit finalement d'un bien-être ou d'un plaisir ou d'une récompense à long terme qui sera plus importante. Parce qu'ils ne veulent pas vivre ces 4 heures là dans l'attente. Donc voilà les conséquences de décider sous l'effet de l'émotion. Donc vous l'aurez bien compris, c'est jamais bon de décider sous l'effet de l'émotion. Je donne aussi un exemple, parce que parfois on me le demande, l'émotion de la joie. C'est une émotion positive, agréable, on va dire, même si toutes les émotions à mes yeux sont positives, donc on va dire agréables. Imaginez que justement je dise oui à mon supérieur hiérarchique et qu'ensuite je revienne sur le plateau et j'invite tout le monde pour ma promotion, et puis on arrive au restaurant et puis je me rends compte que tout le monde, ça fait 50 personnes et que j'ai pas forcément l'argent sur mon compte pour payer le resto à tout le monde. Donc parfois la joie nous fait prendre des décisions inconsidérées et irréfléchies aussi. Quelles que soient les émotions, faites attention quand vous prenez une décision sous le coup de l'émotion. Bien sûr, je ne parle pas des décisions d'aller acheter le pain. C'est pas, si je vais acheter le pain, je ne vais pas me poser la question émotion ou pas émotion. Je parle des décisions qui sont impactantes et impliquantes dans notre vie, qui sont importantes. Justement, je parle d'importance et on va arriver au niveau des valeurs. Alors, je pense que je l'ai déjà dit au début de ce webinaire, l'objectif de l'acte, ce n'est pas de supprimer les émotions ou de les contrôler. Contrôler, c'est se battre avec, c'est pas forcément la bonne chose. Les gérer, je préfère le terme gérer, parce que gérer, c'est de les accepter. Ok, elles sont là, j'accepte qu'elles soient là. D'ailleurs, on verra une petite métaphore au niveau des ateliers à la fin du webinaire. Je les accepte, mais ça ne doit pas m'empêcher d'agir. Ok, donc, l'idée, c'est de changer notre relation que nous avons avec nos émotions.
changer en fait notre réponse. On est maître de notre réponse. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les émotions qui doivent décider de notre réponse. Non, je choisis ma réponse en fonction de ce que je suis, de ce qui est important pour moi, c'est-à-dire mes valeurs. Alors il y a 3 grands principes pour mieux décider. Le premier, c'est se connecter à ce qui compte vraiment. Alors, on le dit souvent, nos valeurs, c'est notre boussole dans la vie. C'est bien d'avoir une montre pour avoir le temps, mais le plus important, c'est la boussole. Et puis, quel que soit le temps qu'on va mettre pour atteindre justement notre but, nos objectifs dans la vie, c'est-à-dire on sait où on va. Éventuellement, si on a une montre, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas indispensable, chacun suivant son rythme, chacun suivant ses capacités. C'est ça que je voulais dire. Donc, nos valeurs représentent ce qui donne vraiment du sens, du poids à nos décisions et à nos choix. Deuxième grand principe, rester présent face à l'inconfort. Donc là, c'est relatif au pilier consacré à vivre à l'instant présent. Donc rester présent face à l'inconfort, parce que quand on est dans l'inconfort, qu'on est envahi par des émotions, on est envahi par de la peur, du stress, peu importe de la colère, en fait on se perd, on n'est plus vraiment soi-même. Dans le webinaire en live, une participante m'avait posé la question comment on sait qu'on est envahi par les émotions. Et j'ai répondu bien sûr qu'il y a des modifications physiques, il y a aussi du chimique au niveau des hormones, ça on s'en rend un peu moins compte. Mais il y a un critère qui est fondamental, c'est que notre champ de vision se rétrécit en fait. C'est comme si on regarde à travers un tuyau. On n'arrive pas à voir à 180 degrés de manière claire, on ne se sent pas léger, on ne se sent pas flexible et on est focalisé sur l'émotion, sur la pensée provoquée et on n'arrive pas à en sortir, quoi. On bug en fait, notre logiciel est bloqué sur une pensée, une émotion ou même sur la source qui a provoqué cette pensée, cette émotion, si on a réussi à l'identifier ou on croit l'avoir identifié. Donc, plutôt que d'agir pour fuir l'émotion, on apprend à l'accueillir et à continuer d'avancer malgré elle, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Troisième grand principe, c'est agir en direction du sens. Donc une action alignée ne supprime pas forcément l'émotion, même si avec le temps on se rend compte que l'émotion a moins d'impact, mais elle donne de la cohérence à notre vie. Okay, on a des objectifs bien sûr alignés à nos valeurs, donc alignés à ce qui compte vraiment dans notre vie. Et donc on ne perd jamais de vue ces objectifs-là, et on y va. Donc je vous donne 2 exemples pour matérialiser un petit peu tout ça, on va dire. Donc, la peur de parler en public est une peur assez récurrente. Donc, je dois parler devant, on imagine que je dois parler devant 200 personnes, ce sont des gens avec qui je travaille, on est en fin d'année, je dois présenter un petit peu les résultats de l'année, et j'ai peur, j'ai le trac, j'ai le stress, tout ce que vous voulez. C'est la première fois que je le fais. Donc, l'idée, c'est que, qu'est-ce qui est important pour moi, en fait ? L'important pour moi, c'est de passer le message, d'être clair, d'être pédagogue, de permettre à tout le monde de comprendre ce que je vais dire. Mais aussi, qu'est-ce qui est important pour moi ? Peut-être que je suis ambitieux, je veux être bien vu par l'ensemble des responsables, pour qu'ils pensent à moi quand il y aura une promotion.
Je veux être utile peut-être aussi à l'ensemble des personnes présentes. Et puis j'ai l'esprit corporate, donc je m'identifie à l'entreprise, donc j'ai besoin aussi de reconnaissance, ce genre de choses, et d'appartenance. Donc je décide quand même de prendre la parole, ok, car transmettre mes idées, les chiffres, mon travail, c'est une valeur importante pour moi. Et je ne perds pas de vue cela. Donc, avant de rentrer en scène, si je peux parler comme ça, l'idée c'est de se connecter à ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de faire bonne impression, par exemple, tout simplement. Donc, je reste présent face à l'inconfort, je me recentre toujours sur moi-même et j'agis en direction de ce sens-là. Donc, le fait de penser à ce qui est important pour moi, vous allez actionner des circuits neuronaux qui vont vous aider, justement, à arriver au bout de votre objectif et à agir en direction du sens, en direction de ce qui est important pour vous. Pendant le webinaire, j'avais parlé du PSG, le club de foot. Donc, c'est vrai que le foot est un bel exemple. Si on a une équipe qui a beaucoup de stars, c'est-à-dire les meilleurs joueurs, mais que on ne les connecte pas à quelque chose de commun, pour ce qui compte vraiment, chacun pense qu'à lui en fait. Donc il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir des émotions telles que l'envie, la jalousie, et en fait ça crée des désaccords. Les joueurs ne veulent pas vivre ce genre d'émotions, donc ils se plaignent, ils ne sont pas au top sur le terrain, et chacun agit en direction de son propre sens. Or, quand on a un coach qui arrive justement à connecter tout le monde à ce qui compte vraiment, à permettre à chacun d'être à 100% soi-même, rester présent sur le terrain mais en dehors du terrain, même s'il y a des émotions, des pensées, des choses désagréables à vivre, et qu'on trouve un sens commun à toute l'équipe, l'équipe arrive à performer. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du PSG. Ils ont enlevé les stars, même si à l'heure actuelle, il y a des joueurs qui sont les meilleurs à leur poste, mais il n'y a pas ce côté starification qu'il pouvait y avoir avant. Donc avec le nouveau coach espagnol, et le PSG, finalement, est devenu la meilleure équipe d'Europe. Donc voilà pour les décisions alignées sur ces valeurs. Donc maintenant, nous allons voir les familles d'outils que l'on peut utiliser dans l'acte et les neurosciences. Alors les outils pour décider autrement. Bien sûr, les différents piliers que l'on a vus dans l'Hexaflex se matérialisent par des outils concrets, des techniques, des méthodes, des métaphores, on va en voir aussi, des méthodologies, des rituels, des habitudes à mettre en place. Okay, donc ils se matérialisent on va dire, d'une infinité de manières possibles. Alors, premier type d'outil, c'est toujours d'essayer de clarifier. Et ça, c'est indispensable. Clarifier ce qui est important pour soi. Donc, on fera un petit exercice là-dessus. Donc, si vous n'avez jamais travaillé sur vos valeurs, si vos valeurs ne sont pas claires dans votre esprit, la première chose que vous pouvez faire, c'est quelque chose de relativement simple. C'est déjà un premier travail. C'est d'aller sur Internet, de chercher plutôt les émotions chez l'être humain. Vous allez retrouver avec, je sais pas moi, 200, j'ai oublié, 200, 300, ça dépend. Je ne dis pas que toute la liste que vous allez ressortir correspondront réellement à des valeurs, mais ce n'est pas grave. Et puis vous allez lire ces valeurs, vous allez regarder, et puis vous allez de manière intuitive, instinctive, vous dire, bon, cette valeur me correspond, celle-là non, celle-là oui. Et puis vous allez essayer de sortir 10, 15, 20 valeurs qui vous correspondent. C'est un premier travail, vous avez déjà une première liste. C'est important déjà ce travail parce que si c'est pas clair pour nous, si nos valeurs ne sont pas claires, si elles ne sont pas bien identifiées dans notre vie, ça va être difficile d'agir, de ne plus être influencé par les émotions, c'est-à-dire d'agir sans être influencé, sans être impacté par les émotions. Okay ? Donc, deuxième type d'outil, c'est de créer la distance.
entre soi et l'émotion, ou les émotions. Donc là, c'est surtout lié au pilier de la diffusion. Donc c'est vraiment toujours se rappeler que si j'ai peur de parler en public, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, ok, j'ai peur, j'accepte cette peur, mais je trace. Mon objectif, c'est de parler à l'ensemble des personnes, les membres de l'entreprise. C'est de se dire tout simplement, je ne suis pas ma peur. Ok, j'ai peur, mais je ne suis pas ma peur. Je ressens la peur, je vais pas renier ça, mais je ne suis pas ma peur. Je suis quelqu'un de plus complexe, et la peur est là. C'est une information extraordinaire. Ok ? Ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Mais quand il y a cette peur-là, notre organisme va faire en sorte d'être plus performant. Sauf si on se fait envahir par la peur, donc là, on va être moins performant dans le sens où c'est un peu comme c'est une courbe de Gauss, il faut trouver l'optimum en fait. Si on n'a pas du tout peur, si on n'a pas du tout de stress, on ne va pas être forcément performant. Si on en a trop, c'est pareil aussi, il faut trouver la bonne dose de peur et de stress. Pour revenir à ce qu'on a vu au niveau du cerveau, voilà ici, le fait de nommer sa peur, de se dire je ne suis pas ma peur, je ressens la peur, de dire ah la peur est là, c'est extraordinaire parce que on crée cet espace-temps. Ça y est, le néocortex ou le cortex préfrontal arrive, intervient et gère la situation. Donc créer de la distance entre soi et l'émotion, il y a plusieurs manières de faire bien sûr. Donc là en l'occurrence c'est tout simplement dire que je ne suis pas ma peur, ok. Je ressens la peur, ok, je ne vais pas me mentir à moi-même. Et puis le fait de nommer l'émotion déjà ça crée justement ces millisecondes nécessaires pour laisser le néocortex intervenir et agir. Troisième type d'outil, c'est toujours rester centré malgré la tempête. Donc je parle en public, ça bouillonne à l'intérieur, mais comme mon objectif c'est de faire bonne impression, de transmettre le message de manière la plus claire possible, je traverse la tempête tout simplement. Un petit peu comme un bateau qui doit rentrer au port, il y a la tempête, il se laisse, ok, les vagues, il va pas empêcher que les vagues viennent de front, de 3/4 et ce genre de choses, mais comme son objectif c'est de rentrer au port, il va se concentrer sur cet objectif-là, ok. Le moment passé va pas être agréable, mais à un moment ou à un autre, il va arriver au port et il aura oublié cet épisode où il a traversé la tempête. Donc bien sûr, pour cela, il y a des techniques d'ancrage qu'on retrouve souvent en PNL, programmation neurolinguistique. Donc là, c'est de se programmer, de formater son cerveau, d'activer certains circuits neuronaux positifs qui vont correspondre à une situation où on est, par exemple, fort, courageux, on a confiance en soi, okay, et avec un signal, un déclic, une pensée, on enclenche ces circuits neuronaux. Il faut savoir qu'en neurosciences, avoir peur réellement, je reste sur la peur, ou penser à un épisode qui fait peur, c'est les mêmes circuits neuronaux qui vont être enclenchés. Donc on va enclencher des circuits neuronaux qu'il y ait la peur ou qu'il n'y ait pas la peur, qu'on imagine la peur. Donc là, l'ancrage, c'est de se mettre dans une situation positive, qu'on va enclencher avec une pensée, un petit geste, ce genre de choses, quelque chose de personnel. Et quand on va se retrouver au milieu de la tempête, c'est d'enclencher ce petit signal-là, ce petit geste, cette pensée, pour justement réactiver les circuits neuronaux qui vont nous permettre de traverser cette tempête dans les meilleures conditions possibles. Il y a bien sûr des exercices de respiration, il y en a une infinité, donc on en fera ensemble un truc simple que vous pouvez faire à tout moment. Et il y a bien sûr tous les exercices de pleine conscience pour apaiser l'impulsivité. Donc dans la pleine conscience, bien sûr, il y a
la prière, certains types de yoga, la méditation. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément adeptes de la méditation. Ça fait peut-être un petit peu peur, je sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi d'autres activités. Les résultats sont pas instantanés, ils se font à long terme, mais ils sont pérennes, ils durent dans le temps après. C'est par exemple, la pratique d'arts martiaux. Les arts martiaux, justement, nous permettent d'apprendre à gérer nos émotions et de rester nous-mêmes, de rester centrés, même si on est au beau milieu du cyclone et que la tempête fait rage. Les arts martiaux nous apprennent justement à gérer tout ça. Voilà. Passons aux exercices, aux ateliers. Donc on commence par les valeurs, la boussole des valeurs, on va rentrer un peu plus en détail. Alors l'objectif bien sûr, c'est d'identifier vos valeurs. Donc on imagine que vous avez déjà fait le premier travail en regardant les valeurs sur Internet et en listant de manière, c'est-à-dire en vrac, les valeurs qui pourraient vous correspondre. C'est déjà un bon travail, vous laissez ça de côté. Et ensuite, vous allez identifier, on va dire de manière définitive, vos valeurs, celles qui devront apparaître quand vous aurez des décisions, des choix importants à faire dans votre vie. Alors vous allez réfléchir à plusieurs domaines de vie, L'idéal, ça serait une dizaine. Alors je vous donne quelques exemples. Il peut y avoir le travail, la santé, la famille, les relations, soit personnelles ou professionnelles. Il peut y avoir l'activité sportive, le sport, l'apprentissage, la contribution dans sa société, il y a tout ce qui concerne aussi le spirituel. Donc quand vous avez identifié ces domaines de vie, vous allez choisir 3 domaines sur lesquels vous voulez travailler. Ça peut être les 3 domaines que vous considérez les plus importants, qui prennent, on va dire, 80% de votre vie. Et vous allez réfléchir à pourquoi pour vous ils sont importants. Et ce que vous allez ressortir, en fait, correspondra plutôt à vos valeurs. Quand vous avez fait cet exercice-là, posez-vous la question, la dernière grande décision que vous avez prise, est-ce qu'elle était alignée à ces valeurs? Est-ce que cette grande décision que vous avez prise dans votre vie, est-ce qu'elle nourrissait? Est-ce qu'elle faisait vivre, exister ces valeurs que vous venez de ressortir? Donc ça, c'est l'exercice qu'on appelle la boussole des valeurs. Il y a d'autres manières d'extraire, d'identifier ces valeurs, mais déjà, avec ce qu'on a vu dans ce webinaire, je pense que ça suffit. Après, vous aurez tout le temps de perfectionner, mais déjà comme ça, vous allez dessiner les contours et les détails de votre boussole dans votre vie. Alors, on attaque avec les sables mouvants. Donc là, vous voyez, la boussole, on va considérer que c'est plutôt un exercice. Là, les sables mouvants, c'est tout simplement une métaphore. Cette métaphore, qu'est-ce qu'elle nous dit? On est au beau milieu des sables mouvants. Les sables mouvants sont froids, donc on est en train de s'enfoncer. Si on ne fait rien, on s'enfonce lentement, mais sûrement. Donc on va finir par se noyer dans les sables mouvants. Si on s'agite dans tous les sens, on va s'enfoncer encore plus rapidement. Donc vous l'aurez compris, les sables mouvants correspondent aux émotions, en tout cas aux pensées et aux émotions. Donc des émotions a priori là désagréables. Donc l'idée c'est d'accepter ces émotions, d'accepter que l'on soit coincé, en tout cas pour le moment, dans les sables mouvants, comprendre qu'on va s'enfoncer lentement si on ne fait rien, et comprendre aussi qu'on va s'enfoncer rapidement si on commence à bouger dans tous les sens. C'est le principe des sables mouvants. Donc là, le néocortex va intervenir, rien que le fait que je réfléchisse à ça. Et là, je vais regarder autour de moi s'il y a par exemple un buisson que je peux attraper, tirer sur la branche et me sortir de ces sables mouvants tranquillement. Là, dans cette image élaborée par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de buisson.
donc c'est un peu difficile. Donc l'idée, c'est le buste, les bras, de les mettre à plat, de se mettre à l'horizontale et progressivement essayer de sortir une jambe puis l'autre et de ramper jusqu'à sortir des sables non mouvants. Donc je ne fais pas en sorte que les sables mouvants n'existent pas. Je ne me fais pas noyer, je ne vais pas me noyer dans les sables mouvants, mais je rentre dans l'action. D'où actez-vous. J'accepte d'être dans les sables mouvants, j'accepte que cette situation soit désagréable, mais je vais faire en sorte d'en sortir. Donc cette métaphore des sables mouvants, moi, elle me plaît beaucoup, je l'utilise très souvent quand j'accompagne les personnes, parce qu'elle permet de résumer un petit peu l'état d'esprit à avoir. Ensuite, donc là, c'est un exercice qui peut être considéré comme un rituel. Donc, le fait d'écrire déjà va mieux s'ancrer dans le cerveau. L'œil est directement relié au cerveau. D'ailleurs, en neurosciences, on considère que l'œil, c'est une partie visible du cerveau. Donc, l'idée, c'est de s'engager malgré l'émotion. Donc, si par exemple, vous avez peur de dire non à quelqu'un, par exemple, votre N+1 au travail, et vous dites non, et puis ça a un impact sur votre vie, vous rentrez tard le soir, vous passez moins de temps avec vos enfants, alors que vos enfants font partie justement du domaine de vie que vous avez choisi, et là la valeur famille, tout ça, c'est la valeur famille, les relations, l'amour des enfants, donc ressortent. Donc l'impact négatif. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire la prochaine fois, vous pouvez l'écrire, vous pensez à cette situation, la prochaine qui va arriver, ou une ancienne qui est déjà arrivée. La prochaine fois que mon patron me demandera quelque chose et que je ne veux pas, que je ne peux pas le faire, vous allez dire « je peux dire non », même si j'ai peur de décevoir mon patron. Et vous allez élaborer ces phrases-là. Donc c'est vraiment, ça s'appelle le « je peux même si ». Donc ça peut être « je peux avancer dans la vie »,« je peux avancer dans ce projet »,« je peux avancer avec ce client », je peux avancer avec cet investissement, même si je doute. Ou un autre exemple, je peux agir, même si l'anxiété est là. Vous pouvez même encore aller plus loin. Par exemple, si vous avez peur de dire non, je reviens au premier exemple, vous réfléchissez, vous dites, est-ce que j'ai toujours peur de dire non ? Est-ce que je ne peux pas dire non tout le temps, dans toute situation, avec tout type d'individu, parce que j'ai toujours peur de décevoir les gens? Et vous allez vous rendre compte que c'est pas tout le temps le cas. C'est une partie de vous. Ça arrive dans des conditions plutôt où il y a des éléments qui s'alignent, on va dire. Mais sinon, il y a des moments où vous pouvez dire non, parce que vous ne posez pas la question de savoir si vous avez peur de décevoir ou pas. Donc, écrivez ces phrases, je peux même si, et quand justement vous avez un souci, une émotion, une pensée qui pose problème, dites-vous, est-ce que j'ai toujours cette pensée, quel que soit l'environnement, quel que soit le temps, quel que soit le sujet de discussion, quelles que soient les personnes, et ainsi de suite. Vous verrez déjà que vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et enfin, donc là c'est vraiment l'exercice standard, justement pour créer du temps et laisser du temps au néocortex pour qu'il puisse intervenir, c'est la pause de 10 secondes. Donc, vous avez une émotion, si vous arrivez à l'identifier tout, tant mieux. Parfois, on n'a pas le temps, ça débarque de on ne sait où, on ne sait pas pourquoi, la pensée, l'émotion, elles sont là. Et bien, faites tout simplement 3 respirations profondes. Ralentissez un petit peu votre respiration, respirez profondément, c'est-à-dire inspirez, remplissez vraiment tous vos poumons, et quand vous allez les vider complètement. Et là, déjà, ça va vous calmer parce que ça va agir sur certains nerfs. Donc, vos poumons, du coup, les muscles de votre cage thoracique vont être plus souples et donc vous allez remplir davantage d'air. Vous n'allez pas être contracté. Et puis surtout, ça laisse le néocortex débarquer et sans vouloir me répéter, il va vous permettre de prendre la meilleure décision, le meilleur choix, d'adopter la meilleure attitude, le meilleur comportement et ainsi de suite.
Donc cet exercice-là, moi il y a plusieurs manières de l'utiliser. Vous prenez rendez-vous avec vous-même, par exemple vous dites que lundi prochain, toute la matinée, quelle que soit l'émotion qui va m'envahir, je vais procéder à cet exercice de respiration. Donc, si le lundi il y a des émotions, tant mieux, vous allez tester la technique, l'exercice. Sinon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous trouvez un autre type de technique, il y en a une infinité. Ou alors vous dites, bon, le jeudi, il y a toujours cette réunion qui me met mal à l'aise, ou je me mets en colère, ou j'éprouve de la frustration. Voilà. Et là, de vous dire, quand je serai dans cette réunion, dès que la frustration va débarquer, je vais respirer de manière discrète, de manière profonde. Et là, vous allez voir que ça va tout changer. Donc voilà pour ces outils, ces techniques, ces exercices, ces rituels, ces métaphores qui vous permettront justement de gérer au mieux les émotions pour prendre les meilleures décisions. Voilà, je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire. Merci.